Je vous le disais à l'ouverture, la physionomie de la nouvelle Assemblée nationale n'est pas encore figée pour trois raisons principales. D'abord, ce sont des résultats provisoires, vous le savez, aussi des recours devant la Cour constitutionnelle et ensuite 23 sièges qui n'ont pas été attribués pour des raisons sécuritaires ou parce que tout simplement la CENI a annulé le vote. La surprise est finalement la répartition du poids des formations politiques au sein même de l'Union sacrée de la nation, la coalition qui a porté le président Félix Tshisekedi pour un second mandat et qui donc s'impose largement à cette Assemblée. C'est le deuxième dossier. L'hémicycle du Palais du Peuple prêt à accueillir les nouveaux élus de la 4e législature de la 3e République. La Commission électorale nationale indépendante a publié les résultats provisoires des législatifs organisés le 20 décembre dernier. Sur 477 proclamés, 65 sont des femmes, donc 14%. Une baisse sensible par rapport aux législatives de 2018 où les femmes avaient 23%. L'Union pour la démocratie et le progrès social arrive en tête avec 69 sièges, suivi de l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe, 36 sièges. La FDC et alliée de Bahati Lukwebo prend la 3e position avec 35 sièges. Des résultats à la base des contestations même au sein de l'Union sacrée de la nation, structure électorale ayant soutenu la candidature du président de la République. Le parti présidentiel n'a pas échappé à ce vent. Nous sommes en train de réclamer notre voix. Ça dit ma façon, ça va voir la biseau. Ça dit ma façon, ça va voir la biseau. Ça serait pop. Les alliés de l'UDPS, notamment le mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, n'ont pas caché leur frustration face au nombre de sièges obtenus, 19. La bataille à la Cour constitutionnelle s'annonce rude pour départager les uns des autres. L'opposition dans sa globalité n'a que 27 sièges, une première depuis le début de cette législature. Et il faudra attendre si ces élus de l'opposition siégeront. Ceux d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi attendent la décision du parti. Parti ensemble, je ne suis pas le seul à décider. Nous allons nous réunir bientôt avec nos partenaires. Pour le moment, nous avions pris la décision de n'envoyer personne à l'Assemblée nationale. Bientôt, nous allons nous réunir et nous allons donner notre position officielle. Parce que parfois, on oublie. Et nous sommes quand même chez nous en République démocratique du Congo. L'histoire nous renseigne qu'en 2011, la majorité d'élus de l'UDPS avaient boycotté le mot d'ordre du parti, l'interdisant de siéger à l'hémicycle. Ils ont eu comme argument que la politique de la chaise vide ne paye pas. Au regard de ces derniers scrutins, le président de la République détient la majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui lui donne la latitude de mettre en application sa politique sans craindre un blocage de l'opposition. Pour les observateurs, cette configuration ne fera pas de la Chambre basse du Parlement une caisse de résonance du gouvernement, aussi longtemps que les législatures passées ont démontré l'incapacité de l'autorité budgétaire à contrôler l'exécutif. Plusieurs ministres mandataires publics ont eu la vie sauve malgré des bavures observées dans leur gestion. Il faut donc, pour remédier à cette situation, un sursaut d'orgueil dans le chef de la représentation nationale pour rectifier le tir. Avec ses 27 élus, l'opposition sera en difficulté de faire un contrepoids de la majorité parlementaire. Quelle sera sa stratégie? Ou carrément boycotter les plénières, comme ce fut le cas dans les législatures précédentes, mais avec quelle finalité? Les auteurs des critiques de la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale fustigent le caractère monoethnique de la nouvelle composition, avec, selon eux, plus de 200 élus issus d'une seule ethnie sur les 450 que compte le pays. Tout compte fait, plusieurs formations politiques se sont lancées dans la bataille électorale sans maîtriser la notion du seuil électoral. Plusieurs contraintes sont donc évidentes. Le parti ou regroupement politique a-t-il atteint le seuil, soit 1% de suffrages exprimés? Le parti se classe-t-il en tête par rapport aux autres partis ou regroupements? Le candidat est-il le premier sur la liste du parti ou du regroupement? En cas d'égalité parfaite de voix,
c'est le plus âgé qui l'emporte sur le plus jeune. Il y a également la possibilité d'être élu sans avoir atteint le seuil si le candidat a obtenu la majorité absolue de voix dans sa circonscription, le cas d'Augustin Matata Pogno à Kindu. L'introduction du seuil électoral n'a pourtant pas arrêté la multiplication des partis politiques. La République démocratique du Congo compte à ce jour environ 1000 formations politiques. Raison invoquée par ceux qui sont contre cette introduction pour exiger carrément la mise en application de la loi sur le fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo. Seuls les partis présents sur toute l'étendue du territoire national peuvent fonctionner en RDC. Aldarich Luboya, on va le dire, hein, vous avez raté votre entrée au Parlement. Effet de surprise, vous vous y attendiez ou parmi les mécontents mais silencieux? Vous parlez de ma propre personne. Vous étiez candidat, je le rappelle. Oui, j'étais candidat à la députation nationale, mais je ne voudrais pas m'exprimer sur ce qui me concerne personnellement parce que je pense sincèrement, tout en honorant votre invitation, je crois qu'il y a des matières dont on doit se départir, hein, des matières qu'on doit dépersonnaliser. Vous avez accepté la vérité quand les enjeux de la nation sont concernés. Il est très important que je ne parle pas de moi au risque de faire de votre plateau un lieu où je viens peut-être me plaindre de mes propres causes ou parler de ma propre cause, mais je préfère rester dans le cadre des enjeux nationaux tels qu'ils se présentent et parler notamment du mouvement de libération du Congo. Alors, les mécontents, pourtant, il y en a eu, hein, on l'a vu, notamment au sein de votre parti, le MLC. Première question, deuxième, on va le dire comme ça. Ouais. Est-ce que le MLC est satisfait de la part, finalement, on va dire, lui attribuée? Voilà, donc voilà. Pour le MLC, vous avez ma réponse, la voici. C'est que il faut retenir une chose, c'est que le mouvement de libération du Congo a soutenu et continue de soutenir le processus électoral dans notre pays, processus qui s'est d'ailleurs avéré être transparent, vous l'avez remarqué par le nombre important des observateurs. Je souligne d'ailleurs que vous aussi vous en faisiez partie et vous avez même vu que la population a été aussi observatrice de ces élections. Il n'y a pas eu de coupure d'Internet, tout le monde pouvait voir ce qui s'est passé en tout temps. C'est aussi un processus qui s'est démarqué par son caractère inclusif. Il n'y a pas eu d'exclusion des candidats, comme nous en avons connu par le passé. Et aussi en termes d'indépendance. Donc le MLC a soutenu un processus électoral qui est transparent, inclusif et indépendant, s'il faut parler de la centrale électorale. Mais il s'avère ceci. Non, on ne va pas dire ça comme ça. Il y a des irrégularités qui ont été dénoncées. On ne va pas dire ça comme ça parce que le processus électoral que nous avons soutenu prévoit un mécanisme de recours en cas d'erreur. Vous savez qu'il n'y a aucune œuvre humaine qui soit parfaite. Et donc, ces processus que nous soutenons prévoient des mécanismes de recours, la gestion des contentieux quand il y a des écarts qui sont constatés. Je vais vous donner des exemples. La CENI elle-même a sanctionné il n'y a pas longtemps des membres de son staff parce qu'elles auraient facilité la remise des machines à voter à certains individus. Ça ne veut pas dire que la CENI s'est renie, mais elle a prévu en elle un mécanisme de contrôle qui fait que quand il y a des failles, on puisse les réparer. C'est tout autant pour le MLC qui constate que nous avons obtenu les résultats des élections, mais nous avons aussi fait le constat de certains écarts, parce que vous savez, certains nous ramènent souvent à la question de la compréhension du seuil, du calcul du quotient électoral, bien sûr, mais vous savez aussi comme moi que si dans les chiffres qui sont censés vous être attribués, il y a des erreurs, ces biais sera aussi inséré dans le calcul du quotient électoral. C'est comme ça que du quotient électoral. C'est comme ça que le MLC s'est résolu de recourir à la voie des recours légaux, parce que nous sommes un parti républicain et légaliste, et donc nous allons aller sur cette voie-là parce que nous avons constaté des écarts. Mais ça n'enlève en rien notre soutien au processus électoral, ça n'enlève en rien notre soutien à la centrale électorale que la CENI.
On va revenir quand même sur cette épineuse question de seuil. Est-ce que finalement, vous n'avez pas eu comme impression que beaucoup de candidats, et même au sein de la population, il y a eu ce manque de pédagogie sur le calcul du seuil, parce que finalement, certains candidats se plaignent. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème de pédagogie? Vous savez, je pense, effectivement, je pense que vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont en construction, on va dire, dans notre pays, y compris les systèmes électoraux. Parce que déjà, avant d'en arriver même au quotient, il y a la question liée au seuil. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le seuil ne doit pas avoir sa place. Mais le souci du législateur avec la question du seuil, c'était la moralisation de notre espace politique, de notre scène politique. On ne peut pas se retrouver dans un pays comme le nôtre où tout est à bâtir, avec 1000 partis politiques, certains qui ne représentent, je vais dire, rien en termes de représentativité de la population. Oui. Il fallait faire ce travail de nettoyage. Et moi, personnellement, je vais vous donner mon avis. Je pense que pour aller encore plus loin, il faut qu'on supprime tout ce qui est regroupement politique. Il faut qu'on laisse seul le parti politique compétir sur base, effectivement, du seuil des représentativités. Comme ça élimine un peu le tout petit parti. Mais effectivement, il y a un travail à faire dans la compréhension déjà du système électoral que nous avons adopté, parce que les systèmes que nous avons adopté, la proportionnelle, c'est une manière de permettre une bonne représentativité de la population, du peuple congolais, que nous puissions retrouver un peu toutes les voix au sein de l'Assemblée nationale. Et effectivement, je crois qu'il y a un travail de pédagogie qui doit être fait dans ce sens-là. Alors, l'UDP, 69 sièges, on le disait tout à l'heure, on a même vu au sein de l'Union sacrée un malaise justement quant à ces résultats. Est-ce qu'on ne devrait pas s'attendre pour cette législature à déjà des affronts plus denses entre les membres de l'Union sacrée? Ça, je ne sais pas parler pour d'autres formations politiques. Pour nous, MLC, nous ne considérons pas qu'il y a un certain affront au sein de l'Union sacrée. Parce que la CENI qui a dirigé les opérations électorales est indépendante. Elle n'est inféodée à aucune personne, aussi morale ou physique soit-elle. Et donc, pour nous, nous constatons qu'il y a eu quelques failles et comme le processus prévoit des voies de recours, nous irons dans ce sens-là pour que les choses reviennent dans l'ordre. Et pour le compte du MLC, nous dirons que nous ne serons en affront vis-à-vis de personne au sein de l'Union sacrée et nous souhaitons effectivement que cette majorité unie ou réunie autour du président de la République et le temps de travailler effectivement pour l'émergence de notre pays et la résolution des problèmes du peuple. Candidats obtenus jusqu'ici. Jusqu'ici, justement. Est-ce que c'est pas moindre quand on connaît le poids politique justement du MLC? Est-ce que c'est une acceptation ironique ou simplement elle cache? Mais non, je vous dis qu'il n'y a pas d'acceptation ironique. Parce que vous avez parlé des 19, moi je vous ai parlé de certains écarts que nous avons constatés et nous espérons que la haute cour, la cour constitutionnelle, va rétablir les choses dans l'ordre. Et ça, c'est sans compter certaines circonscriptions où les élections, les résultats sont suspendus et d'autres circonscriptions où les élections sont annulées et devront être reprises. Et là, nous avons beaucoup d'espoir d'ailleurs d'avoir encore beaucoup de sièges. Vous savez que le MLC est l'un des partis les mieux organisés et ayant un ancrage au niveau national. Cela a été démontré par le fait que nous sommes le premier parti politique à présenter nous avons présenté 473 candidats. Nous étions en premier par rapport à d'autres partis. Et donc, cela veut dire déjà que nous sommes très bien organisés, que nous avons un ancrage affirmé à travers l'ensemble du pays. Et nous sommes confiants. Hein, mais les faits sont là. Mais, oui, par rapport à d'autres formations politiques, et c'est par rapport à ces faits que nous allons à la Cour constitutionnelle. C'est par rapport à ces faits que je vous dis qu'au niveau aussi des Yakoma ou des Boudjala ou encore des Massimanimba, nous aurons encore beaucoup de sièges. L'opposition politique, hein, on l'a suivi, hein, Moïse Katumbi a dit que le mot d'ordre sera donné pour savoir si ou pas, entre-temps, les députés élus vont siéger. Comment est-ce que vous voyez cette fois-ci cette opposition politique au sein du Parlement ? Bon, je crois déjà que je vais vraiment m'abstenir de rentrer dans les questions d'ordre interne aux formations politiques qui se considèrent comme étant de l'opposition. Moi, je pense que nous l'avons dit tantôt au niveau du premier dossier,
qu'il est temps que les choses fonctionnent comme elles devraient. Il faut que l'opposition joue son rôle d'opposition, il faut que le pouvoir, la majorité au pouvoir joue son rôle. Et en toute démocratie, parce que c'est le bon fonctionnement de cette machine qui va faire que le pays puisse avancer. Maintenant, il leur reviendra de voir quelle option ils vont lever, parce que l'élément que nous avons suivi tout à l'heure nous dit qu'ils ne se sont pas encore vraiment fixés. Et donc nous allons voir, et je voudrais quand même rajouter aussi le fait que, vous savez que même la loi le reconnaît, il y a une opposition parlementaire, il y a une opposition extra-parlementaire. Donc il faudrait que l'opposition, autant que je le souhaite pour la majorité au pouvoir, fasse réellement son travail pour faire avancer le pays. Dernière question, on l'a suivi dans ce dossier tout à l'heure, dans ce reportage. Les femmes moins représentées cette fois-ci, comment vous l'expliquez? Bon, je crois qu'il y a aussi un travail à faire sur ces plans-là. Vous savez, la question liée à la participation de la femme a de grosses pesanteurs comme celle liée à la sociologie déjà. Il y a des questions d'ordre sociologique qui font que les femmes soient un peu, permettez-moi le terme, un peu à la traîne. Mais c'est comme ça qu'on parle de masculinité positive, parce que nous sommes censés nous accompagner tous, accompagner notre société à être une société beaucoup plus équitable, beaucoup plus équilibrée en termes de participation de la gente féminine comme celle masculine. Et donc, effectivement, il y avait des incitants dans la loi pour favoriser la participation des femmes. Ouais. Par exemple, le non-paiement de caution, si la liste avait plus de 50% des femmes, mais nous n'avons pas remarqué sur le terrain que cela a été vraiment démise. Vous pensez qu'elles étaient moins engagées, les femmes? Bon, je pense que l'engagement pouvait y être, mais peut-être que l'engagement n'a pas été suffisant, mais peut-être qu'aussi l'appui que les femmes devraient recevoir n'a pas été conséquent. Bien qu'il faut aussi rajouter le fait que... Une marginalisation? Je ne dirais pas marginalisation, mais je dirais besoin d'accentuer le soutien ou l'appui que nous devons à la gente féminine. Nous allons prendre le dernier dossier.